Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison, mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun, au-delà de cette vie, une égalité absolue de devenir. Comme le disait Montesquieu, en politique, les habitudes tuent. Madame, messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver ce mercredi pour une nouvelle édition de Kiosque africain. Et quand on parle de kiosque africain, c'est tout simplement les journaux et quotidiens africains qui ont paru au cours de cette journée qui s'achève. Pour m'accompagner dans cet exercice, analyser et décrypter l'information, Raoul Pépin Benabena. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Jocelyn Goss. Bonsoir également à nos téléspectateurs qui nous suivent davantage. Nous espérons qu'aujourd'hui nous allons encore aller au-delà de nos pensées, au-delà de nos cervelles pour essayer d'analyser l'information qui est sous nos bras. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, le développement du métabolisme basal d'un individu ne dépend que des efforts fournis par ce dernier. Comme en notre habitude, n'oubliez pas la connaissance et le pouvoir. Et le pouvoir, vous devez l'avoir en regardant Kiosque Africain qui vous informe tous les jours. Passons déjà à la première une. Cette fois-ci, nous sommes en Afrique centrale avec Journal de Bangui. Nous sommes en RCA. À la une du journal de Bangui, dans sa parution de ce mercredi, Madame Catherine Samba Panza qui plaidait pour un soutien massif pour sortir la Centrafrique de la crise. L'appel lancé à Kinshasa stipulait que la stabilité de la RCA ne pourrait se faire dans les délais prévus sans un soutien massif de la communauté internationale. Information qui se retrouvait dans les colonnes du quotidien centrafricain Journal de Bangui. C'est un appel qui a été dit il y a de là quelques jours seulement. C'était à Kinshasa lors du deuxième forum des femmes francophones. Alors, Madame Catherine Samba Panza a saisi l'occasion que lui offrait cette tribune pour lancer un appel à la communauté internationale demandant à ce que la Centrafrique soit soutenue par tout le monde. Et c'était une espèce de cri d'alarme demandant à ce qu'on se rende compte de la situation humanitaire qui se dégrade davantage en République centrafricaine et surtout que le pays a besoin de moyens pour redynamiser son armée et pourquoi pas engranger dans une économie forte qui pourra créer des emplois au lendemain de la sortie de cette crise. Donc Mme Samba Panza a plaidé pour cette cause et a demandé à la communauté internationale d'avoir un œil tout à fait particulier pour la Centrafrique. Mais aujourd'hui, quand on peut penser une chose simple, c'est que la Centrafrique commence à penser ses blessures. Oui, peut-être penser, on peut le dire parce que depuis un bon bout de temps, il n'y a plus ces graves actions qui sont commises de part et d'autre. On n'entend plus que les ex-Séléka ont fait ceci ou bien que les anti-Balaka ont tué 2 à 3, 4 personnes. Ça devient quand même une situation sereine qui semble être en République centrafricaine parce que les forces de François Bozizé, me semble-t-il, ont été neutralisées de par les zones où elles se trouvent en ce moment. Donc, voyez-vous, les anti-Balaka qui sont restés fidèles à François Bozizé n'ont pratiquement plus d'armes à main, n'ont pratiquement plus de pouvoir pour faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. C'est ce qui ramène légèrement la calmie en République Une question centrafricaine. aujourd'hui, puisque la situation s'améliore du côté de la Centrafrique, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de l'ONU qui va envoyer plus de 11 780 casques bleus de ce côté-là? Oui, mais les Nations Unies, c'est leur devoir d'y arriver et de sécuriser totalement la Centrafrique. N'oubliez pas que c'est une situation qui est contrôlée dans une seule petite partie, la Centrafrique. Il y a encore des régions qui ne sont pas contrôlables. Et on a donc besoin de cette armée qui devrait se déployer à l'intérieur du pays pour aller contrôler les sous-vassaux de la Centrafrique, c'est-à-dire au-delà de ses frontières même. Donc vous voyez, donc c'est une situation complémentaire. Les 11 000 casques bleus ou 12 000 qui sont annoncés en République centrafricaine ne viennent pas à Bangui. Mais elles viendront, ces forces viendront pour aller opérer dans les régions, histoire de stabiliser totalement le pays. Ce n'est pas un trop plein de soldats du côté de Effectivement, Bangui. c'est un trop plein de soldats, mais semble être nécessaire parce qu'en ce moment, comme l'a dit Mme Catherine Samba-Panza, la Centrafrique n'est plus un État. La Centrafrique n'est pas gouvernable en ce moment. Donc la Centrafrique est au bord du gouffre, d'après les propos qu'elle-même a soulignés. Le journal de Bangui nous disait encore lundi dernier que Mme Samba Panza Catherine a quand même à un moment donné euh, encouragé les forces armées centrafricaines en leur donnant quelques galons. Oui, c'est vrai que c'est l'un de ses premiers actes lorsqu'elle arrive au pouvoir. Un mois après, parce que n'oubliez pas que c'est au mois de janvier qu'elle a prêté officiellement serment. Un mois après, elle pose un acte, c'est un acte courageux qui forcément donnera également des forces à ces jeunes militaires
de défendre davantage le territoire. En tout cas, une information qui nous parvient également du côté de la Centrafrique. On parlait en tout cas de Berengo, à 2 heures de route de Bangui. L'ancien palais de monsieur Bokassa est occupé aujourd'hui par plusieurs centaines de Séléka chrétiens abandonnés par leur hiérarchie et aujourd'hui livrés à eux-mêmes, munis, il faut le dire, de Kalachnikov en bois, nourris de souris, de crapauds et d'un zeste d'espoir que la situation va devoir changer dans les tout prochains jours. En tout cas, c'est une information qui nous vient tout droit de la RCA. On espère en tout cas que les choses vont changer, comme nous le rappelait en tout cas le quotidien centrafricain, journal de Bangui, dans sa parution de ce mercredi. Fraternité matin, nous sommes là en Côte d'Ivoire. Nous parlons de Blaise Compaoré et surtout du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. J'ai été heureux de vous retrouver en pleine forme. Fraternité matin souffrait le plaisir de relayer les extraits de l'entretien correct accordé Ouattara à Blaise Compaoré. Aussi, les deux chefs d'État se sont penchés sur l'avenir de l'Afrique. On peut se dire que c'était pratiquement des retrouvailles après un moment de frayeur pour le président Alassane Dramane Ouattara, qui est sorti de loin, il faut le dire, parce que trempé dans un coma, on avait tout dit sur cet homme, croyant même qu'il était mort à un moment donné. Mais Dieu merci, il est revenu et c'était de bon ton que le président Blaise Compaoré, qui est d'ailleurs son ami et frère, n'oubliez pas que M. Alassane Dramane Ouattara a été taxé à un moment donné de Burkinabé. Donc ça ne surprendra personne que M. Compaoré se retrouve à ses côtés pour lui dire, mon frère, vous êtes ressuscité. Il faut également préciser par ailleurs. Mais ce qui se passe en réalité, les deux chefs d'État ont également saisi de cette occasion pour penser un peu l'Afrique. Vous savez qu'au mois d'avril prochain, les chefs d'État africains se retrouveront à Bruxelles pour renégocier les contrats avec l'Union européenne, quand on sait que les APE ont toujours été question de problèmes en Afrique. Et l'Union européenne veut donc rassembler autour d'elle ces chefs d'État africains pour renégocier les nouveaux partenariats économiques. Et l'Afrique veut donc aller d'un seul ton. Voilà pourquoi Ouattara et Blaise Compaoré se sont d'abord concertés en préliminaire pour amorcer, n'est-ce pas, la question à d'autres chefs d'État qui devraient maintenant, dans des retrouvailles très prochaines, élaborer un plan d'action et avoir une position commune. En tout cas, pour Alassane Dramane Ouattara et Blaise Compaoré, il faut déjà préciser par ailleurs que quand on parle de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, on parle également de la grande Haute-Volta. Avant les années 60, c'était presque le même et seul pays. Et nous savons également la migration qu'il y a entre les deux pays, entre les Burkinabés et surtout les Ivoiriens. Ces deux pays frères, les uns et les autres, entrent dans leur territoire. Mais aujourd'hui, la question qui se pose en tout cas pour les observateurs politiques et surtout africains, quand on parle quand même de ces deux chefs d'État, c'est une chose simple, c'est le bras armé de la France quand ils disent qu'ils vont penser Afrique. Monsieur Blaise Compaoré est considéré comme l'un des fossoyeurs de troubles des Africains parce que, dit-il, il est très rapproché de la France au tel point où il est comme l'homme qu'on indique pour faire la sale besogne des Français en Afrique. On peut se permettre de le dire aussi librement sans toutefois avoir peur parce qu'il y a quelques preuves que nous pouvons brandir comme ça, mais nous ne voulons pas le faire sur ces antennes. Il y a également M. Alassane Dramane Ouattara, dont on connaît le jeu de trouble en Côte d'Ivoire, depuis Henri Konan Bédié jusqu'à Laurent Gbagbo. Cette rébellion qui a été longtemps entretenue par ce milliardaire, qui est devenu aujourd'hui président de la République en Côte d'Ivoire par la volonté de la France. Donc, les deux sont cooptés par la France et on comprend aisément d'où l'amitié profonde. Donc, en réalité, ça ne surprendra personne que ce soit les deux exactement qui se retrouvent en ce moment. Dans les révélations de Wikileaks d'il y a quelques années, aujourd'hui, nous sommes là dans les années 2010, on nous faisait comprendre, en tout cas avec Wikileaks, que M. Blaise Compaoré est un béni oui-oui. Il sait dire ce que les Occidentaux veulent entendre à tout prix, en tout cas pour lui. Pour Wikileaks, c'était un jeu. Et comme le disait Fraternité Matin au cours de cette journée, Blaise Compaoré, au président Ouattara, j'ai été heureux de vous retrouver en pleine forme. On espère tout simplement que Alassane Dramane Ouattara n'utilisera plus sa canne et surtout... Alors, je voudrais faire une précision. Vous savez qu'on a traité d'un sujet hier sur la santé des chefs d'État. Oui. Et ils aiment trop dire qu'ils sont en forme. Comme s'il y avait quelque chose qu'ils étaient en train de cacher. Vous vous rappelez, en 2003, Idriss Déby, lorsqu'il était foudroyé par la presse, il est revenu dire à cette presse, je pète la forme. Voilà quelqu'un qui rentre également avec une canne à main, qui dit qu'il est très en forme, alors qu'il s'apprête à rentrer exactement à Paris pour poursuivre les visites médicales. Quelle est donc la forme? De quelle forme parlait-il?
C'est lui celle qui... On parlera également du problème de fatalisme qui gagne actuellement la classe politique algérienne avec le président Abdelaziz Bouteflika qui aujourd'hui a fait une apparition le 3 mars dernier à 77 ans et surtout avec 22 mois d'absence publique. Première déclaration de Bouteflika depuis son AVC dont il a été victime le 27 avril 2013. Son hospitalisation de 80 jours également à Paris. C'est pour essayer de corroborer un peu votre raisonnement avec ces chefs d'État qui disent toujours qu'ils sont en forme et pourtant on sait qu'ils disparaissent à tous les coups. En tout cas, l'information nous venait de nos confrères de Fraternité Matin du côté de la Côte d'Ivoire. Le Soleil, c'est un quotidien sénégalais, nous disait que les Sénégalais invités à l'action et au travail, titrait déjà Le Soleil, qui nous disait que le Conseil de ministres réuni sous la présidence du président sénégalais Macky Sall visait à stimuler l'effort gouvernemental pour la mise en œuvre du projet Plan Sénégal émergent pour 2035. Disons que le retour triomphal du président Macky Sall de Paris lui a donné l'occasion de réunir ses ministres pour leur donner un nouveau ton. Une histoire d'insuffler une nouvelle dynamique au sein de la classe gouvernementale, dont il était question de stimuler l'effort pour permettre à son gouvernement d'aller jusqu'au bout de son projet Plan Sénégal émergent, surtout sécuriser les fonds qui semblent déjà être des acquis pour le Sénégal. Il était donc de bon ton que le président fasse un appel et suscite ce désir davantage pour les Sénégalais de travailler. Donc, il est venu impulser une autre manière de voir à ses ministres et leur dit, écoutez, nous avons déjà gagné la première bataille, mais le plus difficile reste à venir parce qu'il faut concrétiser exactement notre vision. Concrétiser le financement qui est donné en tout cas de part et d'autre par les Occidentaux pour un Sénégal émergent dans les tout prochains jours. C'est justement pourquoi on voit la grande une du quotidien sénégalais Le Soleil. Les Sénégalais invités à l'action et au travail. En tout cas, ce message concerne tous les Sénégalais, même ceux qui ne travaillent pas et ceux également qui travaillent. Tout le Sénégal est appelé, tous les patriotes, en tout cas, ils sont appelés. Tous qui aiment leur pays. Tous ceux qui aiment leur pays, c'est-à-dire dans les colonnes du quotidien sénégalais Le Soleil, la Nouvelle Tribune, nous sommes là au Bénin, grève, la grève n'est ni politique ni illégale selon les propos du professeur Laleye, retorquant après l'écoute du discours du chef de l'État Boni Yahi Thomas. La Nouvelle Tribune reprenant ses propos précise que les enseignants entendent aller jusqu'au bout de leur action, jusqu'à preuve de contraire. Les choses n'ont pas encore changé du côté du Bénin où les enseignants sont dans les rues. Le démenti du professeur Lalaye ramène seulement le débat à l'ordre pour dire au président Blaise Compaoré qu'il ne s'agit pas d'une affaire politique tissée par une quelconque opposition qui veut absolument sa chute. Il s'agit non plus d'une grève illégale parce que la grève a respecté toutes les procédures qu'il fallait. Et donc que le président change de ton et change de discours. Il ne s'agit pas là des ramifications avec une quelconque politique qui s'avère aujourd'hui très boiteuse au Bénin. Donc le président Boni Yahi, dans ses sorties, il sort déjà très régulièrement, et dans ses sorties publiques, il a tendance à fustiger une certaine classe politique qui est à l'origine du désordre, qui est aujourd'hui observé au Bénin, ce qui ne semble pas être le cas, parce que les Béninois se sont rendus compte qu'ils peuvent défendre leurs intérêts. Après la classe des enseignants aujourd'hui, oui. Vous avez appris quand même qu'il y a des médecins qui sont descendus dans les rues. Exactement. Il y a les magistrats qui sont descendus dans les rues. Il y a même des élèves en ce moment qui sont encore en colère. Donc c'est une situation globale qui enchaîne pratiquement toute la République, dont on nous aurait dit que c'est partagé par les politiques. Mais c'est de bonne guerre parce que ça permet aux hommes politiques actuels de tirer également leur épingle du jeu. Les lycéens qui veulent en tout cas faire leurs examens, présenter leurs examens dans les tout prochains jours, eux également sont en colère puisque les enseignants ne sont plus dans les salles des classes, plutôt se retrouvent dans les rues depuis un certain temps. C'est pour cela que vous voyez la grande une du quotidien béninois, la Nouvelle Tribune. La grève n'est ni politique ni illégale selon le professeur Laleye à la grande une du quotidien béninois, la Nouvelle Tribune. Cette information était à lire en tout cas dans les colonnes du journal béninois. Kaloum Presse nous parle de Mohamed VI à Conakry. Finalement, les victimes du camp Boiro tirent sur la RTG, nous disait Kaloum Presse ce mercredi. Le journal nous faisait remarquer que l'association des victimes du camp Boiro a fait parvenir à la RTG une communication orientée visant à dénoncer le régime comme étant la source de tous les malheurs des Guinéens. On parle bien sûr du régime du président guinéen. Il ne fallait pas mieux que cette arrivée du roi Mohamed VI, tant entendu en Guinée-Conakry, parce qu'il faut le dire. Depuis la semaine dernière, reporté à plusieurs reprises, voilà. Reporté à plusieurs jours, mais c'était quand même prévu pour la semaine dernière. Finalement, il est arrivé lundi à 17h et dans l'après-midi, le jour même qu'il arrive, il a dû signer 21 accords de partenariat avec ce pays. Ce qu'il faut relever, c'est que
cette association dont vous faites allusion tout à l'heure, l'association des victimes de Boiro, ils en ont juste profité de la circonstance pour mettre en exergue la mauvaise politique que semble orchestrer le président guinéen, le président Alpha Condé, qui semble aujourd'hui être contesté par la population guinéenne de par les pratiques pas du tout catholiques dont il aborde très souvent lorsque des invités de marque arrivent. On estime donc que le roi Mohamed VI devrait être sur les verrous d'une situation qui s'avère critique en Guinée-Conakry, dont il doit vivre la réalité. Le président guinéen n'a donc pas d'intérêt de cacher que la Guinée aujourd'hui souffre énormément. Et Kaloum Presse va jusqu'à nous rappeler qu'il y a de cela quelques années, des années 60, il n'y avait que le Maroc et la Guinée qui ont pu envoyer leur armée en République démocratique du Congo, à l'époque c'était le Congo, oui, pour défendre l'intégrité de ce territoire. Donc la Guinée disposait encore d'une armée qui s'avère aujourd'hui n'a plus les mêmes forces parce que les politiques ont dissolu cette armée. Donc vous voyez, donc c'est un problème très sérieux que les gens voulaient soulever à l'entame de la visite du roi Mohamed VI. Comme pour dire, monsieur le roi, vous êtes arrivé, mais le pays ne semble pas... Mais on a l'impression que les manifestants, qui devaient être nombreux, très nombreux d'ailleurs, parce que depuis la semaine dernière, on nous faisait comprendre avec plusieurs journaux et quotidiens guinéens qu'il y a pas mal de manifestations qui devaient avoir lieu à l'arrivée du roi chérifien sur le sol guinéen. On a juste l'impression que rien que les victimes du camp Boiro sont descendues dans les rues par rapport à ce qu'on attendait. Mais l'armée a fait son travail. N'oubliez pas qu'il y a eu des menaces. C'est justement pourquoi j'ai dit qu'on a... Il y a eu des menaces. Il y a un général là-bas qui a regroupé le chef de la police, qui a regroupé certains jeunes et qui leur a dit, écoutez, si le roi Mohamed VI arrive ici et que vous levez le ton, on ne vous dira pas, vos parents, vous allez oublier vos parents ce jour. Si vous êtes parents, vous allez perdre vos enfants ce jour. Si vous êtes homme marié, vous n'allez plus jamais voir votre domicile. Donc c'était des menaces qui ont quand même permis à certains de ne pas sortir. Mais voilà, il y a eu quelques courageux. Est-ce qu'on peut encore parler de démocratie en ce moment-là? Parce qu'à un moment donné, c'est de l'intimidation de l'État envers sa population, envers ses concitoyens. Steve Jocelyn Gos, j'ai un problème avec l'expression démocratie que les Occidentaux veulent nous imposer. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie devrait vous empêcher de mettre sur la sellette ce dont vous avez besoin ou bien de relater votre réel quotidien. Est-ce que la démocratie, c'est aussi le fait... Il y a quand même la libre expression qu'il faudrait quand même souligner. C'est vrai, la libre expression, mais jusqu'où on a vu les répressions, même chez les Occidentaux, qui nous parlent de cette démocratie, qui disent que non, ici, vous débordez déjà les limites. Donc, en réalité, c'est une expression que les gens... Est-ce que ce genre d'actes aujourd'hui ne font pas en sorte que M. Alpha Condé est contesté? Monsieur Alpha Condé est déjà contesté depuis fort longtemps, c'est pas aujourd'hui. Mais il aggrave à peu près sa situation. Non, je dirais non. Il est plutôt en train de vouloir se repositionner sur les sites internationaux. Monsieur Alpha Condé, on a attendu qu'il organise des élections législatives depuis pratiquement 2010. Il a plutôt fait en 2014. Bon, en 2013, ça n'a pas gêné les Guinéens d'aller quand même aux urnes. Mais disons que Alpha Condé, qui était comme le sauveur, qui était considéré comme le sauveur après le mandat de Moussa Dadis Camara, n'a pratiquement pas reflété ce dont on attendait de lui. Voilà pourquoi il veut se racheter sur l'échiquier international. En tout cas, pour l'instant, nous savons une chose, une bonne nouvelle qui nous vient tout droit de la Guinée-Conakry. Ce sont plus d'une vingtaine d'accords signés entre le Maroc et la Guinée-Conakry, des accords de financement, des accords économiques, mais surtout des accords de partenariat entre Mohamed VI, le roi Mohamed VI du Maroc, et surtout le président guinéen Alpha Condé. C'était à lire dans les colonnes du quotidien guinéen Kaloum Presse, à qui déjà il faut dire nous faisons un petit coucou à monsieur Eli Ounyar Kamara. On parlait de Mohamed VI à Conakry, les victimes du camp Boiro qui tiraient sur la RTG, la radio-télévision de la Guinée. Equila Africa nous parlait de l'Égypte, la justice interdit le Hamas palestinien, nous disait Equila Africa. Le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, considéré comme un allié des frères musulmans, décrété organisation terroriste par le Caire, a reçu l'interdiction formelle des autorités égyptiennes de toute existence sur son territoire. Ça ne surprendra personne parce que l'Égypte est dans sa logique, c'est-à-dire que mettre un terme à tout ce qui peut avoir un lien avec les frères musulmans. Vous savez que lorsque Mohamed Morsi arrive au pouvoir, c'est le Hamas qui était pratiquement comme son bras séculaire. Et sa chute au pouvoir également entraîne une déception du côté de la bande de Gaza, qui avait déjà nourri beaucoup d'espoir à travers l'Égypte. Vous voyez donc que cette rupture brutale ne pouvait pas s'opérer autre que ces menaces que le gouvernement égyptien apporte vis-à-vis, n'est-ce pas, du Hamas, parce que, ayant constaté que le Hamas soutient davantage les frères musulmans,
qui continuent à créer d'autres exactions en Égypte. Donc l'Égypte va rester dans la même posture jusqu'au jour où leur Dieu suscitera un véritable sauveur pour amener l'Égypte dans la paix. Et surtout Pourtant, nous dans... savons une chose à Raoul Pépin Benabena, c'est quand même les frères musulmans qui ont pu faire venir au pouvoir M. Mohamed Morsi. On a Mais quand même parlé, c'était on une a élection... chanté les louanges de cette élection, on a chanté les louanges carrément de l'arrivée au pouvoir de M. Oui, Mohamed mais Morsi. c'était une Pourquoi élection aujourd'hui, démocratique. on a l'impression que l'armée a besoin de faire plutôt de la répression à la place d'arranger les choses. Ce dont on reproche au président Mohamed Morsi, c'est d'avoir essayé de mener des coalitions avec des gens que les Égyptiens ne voulaient pas voir. Et ça lui a valu tout ce qu'on dit aujourd'hui, tout ce qu'on a crié autour de lui, de traître et bien d'autres choses. Là, ça, c'est des histoires. C'est des Pourtant, formules. nous savons également que les Égyptiens aujourd'hui crient leur colère face à ce nouveau gouvernement, crient leur colère déjà, ont crié leur colère face au gouvernement qui est passé il y a quelques jours, crient leur colère contre les militaires. Pourquoi? Ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est qu'en Égypte, il y a plusieurs fractions. Vous allez voir les gens qui se réclament du mouvement du 6 mars, qui ne sont pas du tout d'avis avec le gouvernement actuel. Vous allez voir des gens qui se réclament des frères musulmans, qui sont encore des véritables ennemis du gouvernement actuel. Mais il y a également les pro-ICC qui sont pour le gouvernement actuel. Donc, c'est les trois fractions qui se dégagent en Égypte à ce moment. Et si vous vous en tenez à une seule fraction, vous allez vous perdre dans l'histoire égyptienne. Vous allez vous perdre dans ce conflit qui est en Égypte. Toujours est-il dit que la réalité, c'est que l'armée tend à refaire son retour. Mais comment y faire après avoir démontré clairement que le civil n'a pas pu traiter le peuple là il fallait? En tout cas, nous le savons déjà, la justice a interdit le Hamas palestinien sur le sol égyptien. Et puis, Ahmad Bahar, vice-président du Parlement palestinien et membre du Hamas, a fait d'ailleurs une sortie pour fustiger cette décision de la part du maréchal al-Sisi, Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'armée et homme fort de l'Égypte depuis qu'il a destitué le président élu démocratiquement du côté de l'Égypte, Mohamed Morsi. C'était déjà une information qui nous venait de ce côté-là. Et cet homme, il faut le dire, a ignoré les appels du peuple à se présenter à la présidentielle parce que jusqu'à preuve de contraire, officiellement parlant, il n'est pas encore candidat à la prochaine présidentielle égyptienne. L'information que nous avons, c'est que de moins en moins, il a le courage de se présenter comme candidat. Donc ne soyons pas surpris que malgré ces appels du peuple dont on parle, parce que c'est un peuple entre guillemets, c'est une partie du peuple, ce n'est pas tout le peuple. Donc malgré ces appels de ce peuple dont on dit être avoué à sa personne, il peut ne pas revenir en tant que candidat à l'élection présidentielle. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, il n'est pas encore officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle qui se déroulera dans les toutes prochaines semaines. Donc nous aurons tout le temps d'en parler encore, ça il faut le préciser, ce que nous rapportaient nos confrères de Equila Africa qui nous parlaient de l'Égypte et surtout de la justice qui a interdit le Hamas palestinien dans sa circonscription, pour ne pas dire sur son sol, tous ces jours-ci. Le Républicain nous parlait de la libération des voies publiques et la fermeté jusqu'au bout, nous disait le Républicain selon le journal L'Initiative des pouvoirs publics entraîne un grincement de dents chez les marchands ainsi qu'une vive protestation chez les habitants de Bozola. C'est une situation qui vise, n'est-ce pas, à assainir les voies publiques. Parce que, voyez-vous, là-bas au Mali, on a comme impression que les marchands, les commerçants ont rembourré les trottoirs à leur compte. Ils ont pris même là, il ne fallait pas, pour dresser leurs marchandises. Donc, ça crée une cacophonie, une situation de cafouillage qui très souvent s'enchaîne avec des embouteillages de tout genre et des banditismes de grands chemins. Parce que de ces genre de situations, on se retrouve toujours là en train de sortir avec des poches vidées. Donc, le gouvernement malien veut assainir donc ce milieu. Mais on a également constaté qu'il y a des gens qui ont construit là où il ne fallait pas. Et là également, il faut les dégager parce qu'il y a soit les voies ferrées qui vont passer, soit les routes qui vont passer. Donc, le gouvernement malien a donc pris celui d'amorcer une telle décision et bien évidemment, ça crée des grincements dedans. Des grincements dedans, en tout cas de la part des marchands qui, jusqu'à peu de contraire, sont toujours en train d'occuper les rues, les trottoirs, sans oublier bien sûr des parties qui appartiennent carrément à l'État. Et lorsque l'État arrive pour pouvoir dégager, assainir et surtout libérer les trottoirs, on est toujours en train de se plaindre. Mais on attend la et pourtant on attend le développement. Tout à fait, mais la question qu'on se pose souvent, c'est de savoir, au moment où l'État vient pour... au moment où l'État arrive, pourquoi l'État arrive à ce moment précis alors que l'État a bien vu évoluer les choses? L'État serait arrivé un peu plus tôt pour permettre à la situation de ne pas être enlisée.
telle qu'elle est aujourd'hui. C'est là où on dit souvent que l'État est très lent. Mais oui, Raoul Pépin Bena, n'oubliez surtout pas, la loi de la loi est sans loi et nul n'est censé ignorer la loi. Je ne pense pas qu'on devra dire que les trottoirs sont un lieu de commerce. Encore là, il faudra que la loi même soit divulguée et qu'elle soit à la disposition de tous. Je pense que lorsque vous appartenez à un État, vous devez connaître les lois de ce pays-là. Et c'est justement pourquoi aujourd'hui, la plupart des commerçants, la plupart des populations et surtout des concitoyens ont du mal à comprendre la réaction, pour ne pas dire les réactions de plusieurs gouvernements africains. Mais vous savez que l'espace, lorsque l'espace est vide, on a horreur de voir un espace vide. Il faut absolument s'accaparer cet espace pour. Mais pas les rues. Pas les rues, pas les trottoirs non plus. Et pas non plus également les territoires qui appartiennent carrément à l'État. Il faut également le préciser. Nous le savons tous, comme le disait en tout cas le Républicain, journal malien, ce mercredi, libération des voies publiques. C'est justement ce que nous disions tout à l'heure. La fermeté jusqu'au bout, nous disait le Républicain, selon le journal Initiative des pouvoirs publics, entraîne le grincement de dents chez les marchands ainsi qu'une vive protestation chez les habitants de Bozola. On l'a toujours vu un peu partout, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo-Brazzaville, au Cameroun, les marchands ont toujours tendance à occuper les voies publiques. El Watan, nous sommes là en Algérie, nous parlait de Venezuela. Des milliers d'étudiants protestent contre l'insécurité et l'économie. El Watan révélait que les manifestants amplifient leur colère au quotidien et demandent une amélioration de la situation économique qui se désaltère et surtout au fil du temps. Qui se détériore en tout cas. C'est vrai que c'est une manifestation qui dure déjà un mois parce qu'elle a été lancée effectivement le 4 mars. Et le mouvement de protestation est né dans l'État, dans un État qu'on appelle l'État de Tachira, où une étudiante a été violée. Tout est parti de là. Les étudiants sont donc descendus dans les rues pour mettre un terme à cette situation d'insécurité. Voyez-vous, là-bas au Venezuela, 65 personnes au moins mouraient par jour des suites d'assassinats. Donc une insécurité grandissante et qui faisait peur déjà aux étudiants. Et jusqu'à dans les amphis, on parvenait à violer des filles. C'était devenu extrêmement dangereux. Maintenant que la situation a été déclenchée de la sorte, les politiques récupèrent dans cette situation pour mettre un deuxième enjeu sur le terrain, c'est-à-dire la situation économique qui s'est dégradée également au fil du temps. Parce que, voyez-vous, l'économie étant sauvagement en baisse, même les retraités n'ont plus moyen de prendre leur pension. C'est ce qui pose un sérieux problème. Et rappelez-vous, depuis un mois, ça grogne dans la rue. En tout cas, ça grogne et surtout la situation s'enlise du côté du Venezuela où le président vénézuélien Nicolas Maduro a d'ailleurs dit qu'il va falloir en tout cas tout mettre en œuvre pour calmer les étudiants et calmer toutes les populations qui sont descendues dans les rues. En tout cas, il faut préciser par ailleurs que ça ne change absolument rien. Plutôt la situation s'enlise et elle s'aggrave même d'ailleurs. Elle s'aggrave et c'est d'ailleurs très regrettable. Et l'insécurité augmente. C'est d'ailleurs très regrettable parce qu'aujourd'hui, il fallait quand même commémorer un an du décès de M. Hugo Chavez. Hugo Chavez qui nous a quittés il y a un an aujourd'hui, un président pas comme les autres qui a été chanté et surtout crié et décrié en tout cas. Et c'est de cette manière que le Venezuela entend, n'est-ce pas, rendre hommage à celui qui a fait du Venezuela ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, on espère que les choses vont changer de ce côté-là. Raoul Pépin Bena, je vous dis merci. Moi également, je vous dis merci, sauf qu'on se retrouvera demain. Demain, à la même heure, 16h30, temps universel, 17h30, heure d'Afrique centrale. Nous serons là pour un nouvel épisode de Kiosque africain, pour ne pas dire une nouvelle édition. Vous, directeur de publication, rédacteur en chef, vous n'avez qu'à nous envoyer vos photos, vos journaux à info@afriquemedia.tv. Nous voulons en tout cas vos photos pour la grande tribune de samedi, 9h30, heure GMT, pour ne pas dire temps universel. Madame, monsieur, n'oubliez surtout pas, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé, disait Franklin Delano Roosevelt. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée et surtout, bonne soirée et à demain, s'il plaît à Dieu.